Je suis Étienne Bressou. Je suis absolument ravi d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le nudge appliqué à la formation, que ce soit d'ailleurs du côté des gens qui sont formés ou que ce soit du côté des formateurs. Pour me présenter très rapidement, je suis un ancien professeur à l'université. J'ai enseigné pendant des années de la manière dont on m'avait enseigné à moi. Et puis j'ai découvert les sciences comportementales en allant du côté de BVA. Je me suis beaucoup intéressé à comment l'être humain prenait ses décisions, comment il fonctionnait. Et plus j'en apprenais sur les décisions de l'être humain, plus je me rendais compte que plus jamais je ne pourrais faire un cours comme je le faisais auparavant quand j'étais enseignant à l'université. C'est ce qui m'a amené à écrire un livre que vous voyez ici qui s'appelle « Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre », pour partager finalement tout ce que moi j'avais appris grâce aux sciences comportementales sur le comportement de l'être humain et potentiellement comment ça pouvait s'appliquer sur des sujets et des problématiques de formation. Voilà, j'aime bien me définir comme amoureux de l'enseignement, absolument passionné de sciences comportementales, à la fois chercheur, puisque j'ai été enseignant-chercheur à l'université, mais innovateur du côté de BVA, et scientifique et entrepreneur des deux côtés. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nudge ? Certains oui, certains non. Donc on va commencer par un exemple. Le premier exemple, c'est est-ce que vous savez combien de litres d'eau il faut boire par jour ? Je vous écoute. Oh, j'entends pas bien. 2 ? Ouais, 2, 1,5. Okay, c'est à peu près ça. Hein. Globalement, c'est 2, 1,5. Vous le savez à peu près tous. Maintenant, la question piège, c'est combien de litres d'eau buvez-vous par jour ? Ceux qu'on dit 2 et 1,5, est-ce qu'ils boivent 2 et 1,5 ? Vous buvez 3, félicitations, la bière ne compte pas, monsieur. Donc, on est bien effectivement sur un écart entre l'intention, on sait qu'il faut boire, on a envie de boire, et pourtant, quand il s'agit de boire, on ne le fait pas. Ça peut vous rappeler des choses avec la logique de formation. Hein. On sait qu'il faut se former, on a envie de se former, mais quand il faut passer à l'acte, c'est compliqué. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un nudge pour aider les gens à boire. Voilà, ça c'est un nudge qui va vous aider à passer de l'intention à l'action. Et c'est effectivement ce qu'on va chercher dans des logiques de formation. Le nudge, c'est quoi ? C'est comment je crée un environnement de choix pour les individus, comment j'organise ce qu'ils ont autour d'eux au moment même où ils vont prendre la décision, pour les aider à passer de l'intention à l'action, évidemment en étant en phase avec leurs propres objectifs, hein, sinon on rentre dans le côté obscur de la manipulation. Il y a des questions d'éthique autour du nudge, elles se posent et on pourra en parler longuement après si vous le souhaitez. Et l'objectif du nudge, c'est vraiment de pallier au fait qu'avoir la bonne information ne suffit pas à avoir le bon comportement. On a l'info qu'il faut se former et pourtant, on ne va pas nécessairement aller se former. Alors si j'essaie de l'appliquer à la formation, puisque vous avez compris que le petit bouchon, ce n'était pas totalement adapté à des logiques de formation, voilà ici un exemple. Hein, dans la formation, j'aime bien dire qu'il y a plusieurs moments. Il y a avant la formation, il y a pendant la formation, il y a après la formation. Voilà un nudge appliqué avant la formation. On sait tous, quand on veut recruter des gens pour les formations, qu'on va envoyer des courriers, d'accord ? Sauf que la manière dont on va rédiger ce courrier et les logiques sur lesquelles on va appuyer ce courrier peuvent changer l'efficacité du courrier. Et ça, c'est une expérimentation qui a été faite où on a envoyé des courriers à des étudiants. Et soit le messager, c'était classiquement l'université, soit le messager, c'était un ancien étudiant qui a suivi le cursus de la formation. Et ça, on l'a envoyé à des personnes défavorisées aux États-Unis, hein, qui ne pouvaient pas trop se payer des bourses et qui pensaient que ce n'était pas pour eux. Et le fait que le message soit signé par quelqu'un qui avait le même profil qu'eux et qui potentiellement avait fait l'université en question fait que vous avez des gens en plus qui vont postuler. Hein, vous voyez les pourcentages ici en bleu pour ceux qui postulent, plus avec le nouveau courrier, le jaune étant le courrier traditionnel. On a plus de reçus et on a plus d'inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en changeant juste
la signature d'un courrier, on arrive à changer le taux de transformation de ce courrier sur une logique d'information. Et ça ne vient pas du hasard, ça vient d'une logique scientifique. Ça s'appelle l'effet messager. Et en fait, l'être humain n'est pas si rationnel que ça dans ses décisions. On pourrait penser que la signature du courrier ne devrait pas changer la raison pour laquelle on va effectivement s'inscrire à la formation ou pas. Eh bien, en fait, ça change beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle l'effet messager. Vous voyez ici, on a créé un acronyme qui s'appelle les facteurs de changement. Chaque lettre, c'est un biais cognitif qui va venir potentiellement influencer la manière dont on va prendre nos décisions. Et donc, en fait, l'idée, quand on essaie d'appliquer le nudge et les sciences comportementales à la logique de formation, c'est de s'appuyer sur ce que les sciences nous enseignent pour essayer de voir comment on peut optimiser ce qu'on fait déjà très bien, parce que je suis sûr que vous faites déjà, évidemment, des tas de choses absolument très bien. Et ce que les sciences comportementales nous disent, c'est que nous ne sommes pas aussi rationnels qu'on pense l'être. En fait, on est juste des êtres humains. Et il y a énormément de choses qui ne devraient pas impacter nos décisions, qui finalement impactent nos décisions. Et quand on maîtrise ces choses et quand on les connaît, on peut essayer de jouer avec. Et c'est ça qui est le concept de nudge. Si je traduis nudge en anglais, ça se traduirait par coup de pouce en français. D'accord ? Vous savez peut-être que les plantes vertes rendent plus créatifs, améliorent l'environnement, etc., etc. Est-ce que vous avez une idée de la proportion dans laquelle la présence de plantes vertes améliore la performance des enfants dans les classes? Quelqu'un veut se risquer? Oh, quand même pas. Ça serait trop beau. Non, on est entre 10 et 14% en fonction des expérimentations. En gros, je prends une classe, je mets des plantes vertes. Je prends une classe, je ne mets aucune plante verte. Je regarde la manière dont les élèves évoluent au travers du temps en ayant exactement les mêmes programmes. Et concrètement, je constate un écart de 10 à 14% dans la classe où il y a des plantes vertes. On est sur des expérimentations qui ont été menées. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Et c'est ça aussi avec le nudge. Souvent, on a l'impression que ça va être une baguette magique qui va nous permettre d'agir sur tout. Non, ce n'est pas une baguette magique, c'est scientifique. On va chercher dans la science ce qui est intéressant et on essaye d'expérimenter et on est dans des processus de test and learn aussi sur la manière dont on va fonctionner sur cette logique-là. Vous savez peut-être comment le cerveau fonctionne. J'ose espérer que si vous êtes ici, vous vous êtes intéressé à toutes les logiques de neuropédagogie et autres, donc je ne vais pas vous en raconter beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que quand on explique aux gens comment leur cerveau, aux participants des formations, comment leur cerveau fonctionne, potentiellement, ça va pouvoir les aider à effectivement mieux l'utiliser et du coup à être meilleurs sur des logiques de performance. Et il y a une expérimentation assez intéressante qui a été faite sur les logiques de fonctionnement du cerveau où en fait, on a du coup, c'est ce qu'on appelle la métacognition, on a appris aux gens comment fonctionnait le cerveau, sauf que dans un groupe, on a expliqué à ces gens-là que le cerveau était plastique et que globalement, l'intelligence, elle variait et effectivement, plus on allait apprendre, plus on allait faire d'efforts, plus le cerveau allait s'adapter, créer des connexions et fonctionner bien. Et il y a un autre groupe dans lequel on n'a pas du tout parlé de ça, on leur a laissé croire, ce que beaucoup de gens croient, que l'intelligence est fixée à la naissance et qu'après, elle ne grossit plus et elle n'évolue plus. Et en fait, quand vous expliquez bien aux gens que le cerveau est plastique, concrètement, effectivement, ils vont être plus forts dans les logiques d'apprentissage sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, ce qui est intéressant, on sait qu'il faut encourager les gens dans les formations. Je ne vous apprends rien en disant que c'est toujours mieux de dire à un participant qu'il est bon, que ça va bien se passer, que de lui dire qu'il est tout nul et qu'il ne va rien comprendre à ce qu'on va lui raconter. Ça, vous le savez. Ce que nous apprend ce type d'expérimentation, c'est que si on veut parler de ce genre de choses, là, au niveau du cerveau, c'est plus intéressant d'expliquer aux gens et de féliciter les gens pour les efforts qu'ils sont en train de faire, notamment liés à la plasticité cérébrale, que de les féliciter pour leur intelligence et leur capacité fixe à comprendre. Donc, on a comme ça plein de petites logiques qui, encore une fois, ne devraient pas nous influencer, mais nous influencent. Est-ce que je peux vous demander de vous remémorer le jour le plus heureux de votre vie? Je ne vous demande pas de le dire tout haut. D'accord? C'est fait, en un mot, le jour le plus heureux de votre vie. Quand on pose ces questions à des étudiants qui rentrent dans un amphi de maths pour faire un partiel, ceux à qui on pose la question ont des meilleures notes que ceux à qui on n'a rien demandé. Parce qu'on les a mis dans un mindset positif et qu'effectivement, ils vont pouvoir construire. C'est toute la logique de psychologie cognitive. Là encore, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous savez déjà pas mal de logique. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Pas encore? On les prendra à la fin sur l'ensemble? Parfait.
Comme j'ai eu la chance de monter tout un module de formation sur les sciences comportementales, j'ai essayé d'appliquer ce que je racontais dans mon bouquin au module de formation que j'étais en train de créer. Donc, il y a un module de formation qu'on a appelé Be Wiser, et qui est un module sur lequel il y a à la fois du online, il y a à la fois du présentiel. Et puis, c'est un module de formation sur lequel aussi il y a des logiques de suivi en post-formation. Alors, je voulais vous montrer quelques petits exemples de comment on peut effectivement appliquer l'ensemble de ces choses-là. Le premier exemple, c'est on sait tous qu'il faut envoyer des relances. Je pense que vous envoyez des relances. Je pense que vous faites ce type de mail. Mais encore une fois, si vous vous rappelez l'effet messager que je vous ai expliqué tout à l'heure, la manière dont on va faire la relance va potentiellement aider les gens à aller un cran plus loin. Et ici, on a des logiques de relance sur lesquelles on va travailler sur l'engagement. C'est ce qu'on appelle le pré-engagement. Quand vous demandez à quelqu'un de se pré-engager envers une tâche, le fait qu'il se soit pré-engagé va augmenter la probabilité qu'il fasse cette tâche par rapport à vous. Donc quand vous jouez sur ces leviers-là dans les logiques d'email et que vous lui rappelez les pré-engagements qu'il a pu prendre, et potentiellement, il va effectivement pouvoir aller un peu plus loin. Et ces logiques de pré-engagement, on peut les avoir avec des logiques d'objectifs que les gens vont se fixer, qui vont leur permettre d'aller se projeter à l'intérieur de qu'est-ce que je veux apprendre avec cette formation. Et du coup, l'email de rappel va effectivement permettre d'être sur cette logique-là. Un deuxième exemple, on sait, je suppose que vous savez que c'est mieux de faire des formations où les gens participent plutôt que juste écoute. Voilà. Et ça, alors je vous ai fait un petit montage, mais quand on fait une formation sur Teams, c'est bien d'interroger les gens, de les faire participer, de faire en sorte qu'ils interagissent et pas d'être le seul à parler. Sinon, c'est affreux d'ailleurs en règle générale. Bonjour. Ça, on le sait. Maintenant, comment on le fait en tant que formateur? Il y a des softs qui existent, alors qui ne sont pas sur le marché, mais il y a des choses qui existent sur lesquelles, en fait, là, vous le voyez, je vous ai refait un petit montage, mais globalement, j'ai du vert et du rouge. J'ai du vert pour les gens qui parlent beaucoup, j'ai du rouge pour les gens qui ne parlent pas assez. Et ça, moi, en tant que formateur, le jour où j'ai besoin de relancer les individus, c'est un sacré coup de pouce pour m'aider à savoir qui je dois effectivement pouvoir relancer. Et par ailleurs, ça participe, parce que je vais évidemment vous parler un tout petit peu de classe inversée. Pour ceux qui connaissent la classe inversée, la grande question, c'est comment je fais pour que les gens viennent avec leur travail avant. Si j'ai ce genre de choses, les gens savent qu'ils n'y couperont pas et qu'ils y passeront. Alors, ils se font potentiellement avoir la première fois quand on va leur demander effectivement qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as fait et dans ce que tu as lu. La deuxième fois, quand ils vont venir, ils ne vont pas forcément avoir envie d'avoir l'air de ne pas savoir vis-à-vis de leur ensemble de camarades. Donc voilà un nudge qui peut permettre d'aider dans les logiques de relance. Est-ce que vous savez qu'il faut relancer? Oui. Est-ce que vous le faites systématiquement en tant que formateur? Je pense que vous êtes comme moi. Non, pas nécessairement de manière équilibrée. Et pourtant, il y a des outils qui peuvent permettre de le faire. Là aussi, je ne vous apprends rien. Faire des quiz, interroger les gens, ça aide à la mémorisation. Vous connaissez certainement la logique de la courbe de l'oubli, avec au passage des chiffres quand même assez impressionnants, quand on sait que 70% d'une force de vente commerciale qui suit une formation sur son propre sujet pour améliorer son business, donc potentiellement ses revenus, cette force de vente oublie 70% de ce qu'elle a appris une semaine après, alors qu'elle y a un intérêt propre, ça fait peur. Donc comment on peut aider à avoir cet ancrage mémoriel qui est le départ pour ensuite changer les comportements des individus? Le quiz va pouvoir le faire. Donc, j'ai mis des quiz dans la formation sur laquelle je suis. Alors, je mets des quiz adaptatifs qui vont potentiellement s'adapter en fonction des réponses que l'individu va vous donner. Mais ce que je voulais partager avec vous, ce n'est pas tant le côté adaptif, ça, vous le connaissez et ça aussi, vous le savez. Moi, ce qui m'épate, c'est la tête de mes participants quand je leur explique qu'ils vont faire des quiz et qu'ils peuvent se tromper autant de fois qu'ils le veulent, parce que les quiz sont là pour les aider à apprendre, ils ne sont pas là pour les évaluer. Et quand vous leur dites ça, je vous assure que ça ne rentre pas. Et que quand on leur envoie des emails pour faire des relances en leur disant « vous pouvez retourner sur le quiz pour que ça rentre encore plus », les gens se sentent obligés de le faire parce qu'ils ont l'impression que sinon, ils n'auront pas la certification au bout. Alors que je leur ai dit que peu importe qu'ils les fassent ou qu'ils ne les fassent pas, c'est pour les aider. Évidemment, j'aimerais qu'ils les fassent, mais ça ne changera rien
sur leur certification. Par contre, ça les aidera quand même à répondre au quiz d'évaluation finale qui, là, va compter pour la certification. Mais le fait qu'un quiz puisse juste être là pour aider les gens est assez lunaire chez un certain nombre de participants. Voilà. Je vous avais dit que je vous parlerais de la classe inversée. On sait tous aussi dans les formations qu'on va devoir délivrer du contenu et qu'on va devoir appliquer. Voilà. Eh ben, il y a plusieurs manières de faire ces logiques-là. Là aussi, quand on passe une formation traditionnelle en format digital, ce qui a été mon cas, hein, la formation que je fais en format blended, hein, à la fois digital et à la fois présentiel, cette formation-là, ça fait des années que je la fais en présentiel et je fais 2 jours de présentiel. Ben, faire 2 jours de présentiel, là, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi de faire 16 semaines pour étaler la formation, parce que les neurosciences nous montrent très clairement que les individus apprennent et retiennent beaucoup mieux quand ils font plein de petites sessions plutôt que quand ils font des grosses sessions. 2 jours de formation, on passe du bon temps, on apprend plein de choses, mais au final, pour changer les comportements et les pratiques au travail, c'est compliqué. Alors que quand on étale ça sur 16 semaines, on prend en compte le fait que le changement va être dans une logique de process, et ce n'est pas un événement. La formation, ce n'est pas un événement qui magiquement va changer le comportement des gens. Le changement, il faut l'accompagner, et la formation, elle peut le faire en étant plus étalée dans le temps qu'elles ne le sont. En général, mes clients, quand je leur présente ça, ils me disent 16 semaines, mais je ne pourrai jamais. Puis quand je leur explique pourquoi, ils disent « Ah ouais, ok, c'est intéressant ». Et effectivement, ils sont assez vite intéressés par cette logique-là. Sur la logique, effectivement, blended, hein, qu'est-ce que je fais en vidéo et qu'est-ce que je fais ensemble, là, très clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour raconter un concept comme l'aversion à la perte en sciences comportementales, je peux le faire devant un micro, je fais une vidéo, ça passe très bien. Et puis, les gens vont regarder la vidéo et ils vont comprendre le concept. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils l'applique. Hein. On a tous des souvenirs d'un prof de maths qui nous raconte comment ça fonctionne au niveau des maths, et puis il nous donne des exercices à faire à la maison, on est tout seul devant les exercices et on ne sait pas quoi faire. C'est ça la logique que j'essaie d'éviter et que j'avais quand j'étais enseignant à l'université, je vous rassure. Hein. En gros, ils regardent des vidéos, et puis quand il s'agit d'appliquer, on applique ensemble, parce que finalement, je suis beaucoup plus utile à leur expliquer comment on applique les concepts qu'ils ont vus dans leur quotidien que pour leur expliquer les concepts et les laisser réfléchir tout seuls à comment potentiellement ils vont pouvoir appliquer ces concepts dans leur quotidien. Le temps est très court, donc j'ai voulu essayer de partager un petit peu ce que c'était que le nudge. Vous voyez le complément que ça pouvait apporter sur la logique de formation. Vous l'avez bien compris, je ne suis pas en train de vous dire que ça révolutionne tout et que ça change tout. Je suis en train de vous dire que ça permet de bien optimiser l'ensemble des choses que vous faites et que quand on prend en compte la manière dont les individus décident et la manière dont les individus fonctionnent, il y a des tas d'endroits sur lesquels on peut les appliquer. J'ai essayé ici de vous lister les principaux. Amélioration des logiques de taux d'inscription, évidemment diminuer les no-shows, il y a des nudges très intéressants et des logiques de nudge très intéressants sur comment je fais pour que les gens viennent quand ils se sont inscrits et ne prennent pas la place des autres. Évidemment des logiques d'engagement de participants pendant la formation, des logiques de facilitation d'ancrage mémoriel et évidemment, j'ai envie de dire ce qui m'intéresse le plus puisque je travaille sur les sciences comportementales et que mon métier c'est d'abord de changer les comportements, ce qui m'intéresse c'est stimuler l'ancrage comportemental et faire en sorte qu'une fois que les gens ont suivi une formation, effectivement ils passent à l'acte et ils changent la manière de faire dans les routines au travail. Voilà. J'aime bien dire que les petits coups de pouce peuvent avoir de grands impacts et que le nudge va être un complément à tous les outils classiques que vous utilisez, en supprimant toutes les micro-barrières qu'on peut avoir sur des logiques comportementales, en poussant souvent la bonne information au bon moment, ce qui est quand même assez clé dans les logiques de communication sur lesquelles on va, et évidemment en apportant du lien à l'ensemble des choses et de l'amusement. Oui, tout ça c'est assez proche aussi des logiques de gamification, les fondements scientifiques ne sont pas les mêmes, mais oui, ça va évidemment de pair, mais ce qui m'intéresse une fois et avant tout, c'est la logique de changement comportemental. Je vous l'ai dit, le nudge, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas juste une bonne idée qu'on trouve comme ça. Il y a souvent, quand on revoit, moi ça m'est arrivé de revoir des formations pour un certain nombre de clients, en fait, on prend toute la formation et on la scrute au regard des facteurs de changement que vous avez ici. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Où est-ce qu'il y a de l'ancrage? Où est-ce qu'il y a des logiques de cadrage? Où est-ce qu'on peut mettre des problématiques de temporalité? Bref, on scrute la formation tout du long pour voir où est-ce qu'on peut effectivement améliorer les choses avec un objectif en tête, changer les comportements des participants. Mon objectif, ce n'est pas qu'ils retiennent, mon objectif, c'est qu'ils changent ce qu'ils vont faire
par derrière. Et pour ça, on a un process. D'abord, on regarde comment ça se passe, on cherche l'inspiration en observant les gens, en regardant les formations. Ensuite, on crée ensemble dans des logiques de co-création les idées sur lesquelles on va, et puis on les optimise, ces idées, puis on va les évaluer, parce que c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas un nudge baguette magique qui va tout changer pour tout le monde, mais il y a des logiques de test and learn sur lesquelles on va travailler. Le temps que j'avais prévu pour pouvoir faire cette formation, cette présentation, lapsus révélateur, est dépassé. Comme j'aime bien appliquer les principes que je prône, je voulais juste vous poser une question. À votre avis, est-ce que le nudge permet de changer les comportements en modifiant l'environnement de choix, ou est-ce que le nudge est le seul moyen crédible de changer les comportements? Je vous écoute. Voyez, c'est un quiz pour vous aider à apprendre. Il est facile et c'est fait pour. Et mine de rien, rien qu'en vous posant la question, je suis à peu près certain que vous retiendrez au moins ça de l'ensemble de la présentation que je viens de vous faire. Merci beaucoup et je laisse la parole aux questions. Oui, et surtout, je m'excuse puisque je suis arrivé complètement à la bourre. En fait, j'ai pris énormément de retard. Donc, je suis arrivé 10 minutes en retard. J'aurais dû vous présenter. Mais comme vous avez une énergie extraordinaire, et je vois que vous étiez tous là pour écouter Étienne, il n'y avait aucun problème. Et j'en profite quand même pour vous présenter la façon dont j'avais prévu, parce que vous aviez quand même quelqu'un qui a connu les deux mondes, hein, à la fois enseignant à HEC, à Paris 8 en marketing, mais aussi dans le monde de l'entreprise, puisque je crois que vous avez créé donc BVA Nudge, donc le monde de l'entreprise, le monde universitaire. Donc quoi de mieux d'entendre quelque chose sur le nudge par quelqu'un qui a connu ces deux mondes, et en plus vous avez écrit votre bouquin pour aller un peu plus loin, donc ça c'est top. Alors avec tout ce que vous avez entendu, et il y en a eu un paquet des choses intéressantes, j'ai l'impression, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ça vous fait penser à une situation peut-être que vous avez une question, quelque chose? Juste levez la main et moi je viens avec le micro pour que vous partagiez votre point, votre remarque, votre question. Personne n'a un point, une remarque, une question? Si je vois une dame là, puis après il y a quelqu'un derrière. Alors c'est plutôt une remarque, question en fait. C'est pas directement en lien avec les nudges. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup. Ouais. Vous avez parlé de la possibilité de faire 6 fois 1 heure de formation plutôt que 6 heures d'un coup. Nous, on a essayé. C'est très problématique en termes de planification. Comment on fait? Comment on rentre dans les habits de former, hein, et on quitte son habit de ce qu'on était en train de faire et on met son habit de former. Ça prend du temps. Comment on fait? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Et puis, c'est l'érosion aussi. Entre les heures, à chaque fois, il y a une érosion. Ouais. Donc, vous, je pense que vous avez travaillé là-dessus. Quels conseils pourriez-nous donner? Merci, parce que c'est effectivement une question importante et intéressante. Sur le premier facteur, la logique de passer sur les heures de formation, en fait, comme je vous l'ai dit, la formation, en fait, les deux, je les règle un peu en même temps. La formation, elle est à la fois en ligne et à la fois en face à face. Donc, la logique en ligne, elle est quand vous voulez. C'est-à-dire que les 16 fois 1 heure, vous les faites quand vous voulez. Je ne dis pas que c'est l'idéal et que c'est la panacée, mais mine de rien, ça permet quand même de laisser une certaine souplesse. Et pour éviter l'érosion et pour faire en sorte que les gens le fassent, parce que c'est toute la problématique de la classe inversée, hein, on est parfaitement d'accord, pour faire en sorte que les gens le fassent, toutes les 2 semaines, on a une session de mise en pratique et où on se retrouve. Et où l'objectif, ce n'est pas de refaire le cours, ce qui est souvent le risque, hein, dans la logique de classe inversée, où je vais réexpliquer comment ça s'est passé, etc. Tout ce qui a été vu est considéré comme acquis. L'objectif, et on a pour ça des templates avec lesquels on travaille, l'objectif, c'est uniquement d'appliquer. OK, on a vu la version à la perte, comment je peux l'appliquer sur la problématique sur laquelle vous êtes? Et donc, en fait, en faisant ça, les gens sont motivés pour regarder les 2 fois 1 heure, même si je reconnais, hein, c'est pas toujours facile, on est parfaitement d'accord, et les gens ne sont pas toujours à jour. Mais il n'empêche qu'en ayant ces rendez-vous fixes tous les 15 jours, on arrive quand même à motiver plus des relances email, plus toute la panoplie que vous connaissez déjà, mais on arrive quand même à motiver, et on a un taux de complétion sur, en tout cas moi sur ma plateforme telle que je suis. Quand je suis sur un programme avec une quinzaine de personnes sur lesquelles les gens sont enrôlés de manière volontaire et choisie, on est sur un taux de complétion qui est à 80-90%. Quand je suis sur de la grande masse,
je tombe selon entre 50 et 70%. Parce qu'effectivement, on motive les gens. Voilà. J'espère que ça répond. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question au fond, là, oui. Ouais. Alors, des questions de qualité, ça prouve qu'il y a eu un talk de qualité. Hein. En général, c'est ça de mon expérience. Alors, j'ai pas du tout la pression pour la... Ok. Pour la question de qualité, parce que moi, c'était plus personnel. Il y a bientôt le Body Summer, pour ceux qui connaissent. Donc, en gros, on va bientôt être en vacances. On a besoin de reprendre le sport, par exemple. Et là, vous parlez beaucoup de formation, mais pour un changement comportemental qui consisterait, du coup, à reprendre le sport, est-ce que vous avez des conseils sur... voilà, de quel nudge on pourrait appliquer là-dessus? Votre question me permet de dire que le nudge s'applique à toutes les logiques de changement comportemental, que ce soit le sport, que ce soit les comportements durables, que ce soit les comportements managériaux, parce qu'on pense beaucoup à des logiques sur des individus, mais au sein des entreprises et des process de décision, ça s'applique beaucoup. Et pour être tout à fait honnête, je passe 90% de mon temps à gérer des problématiques de changement comportemental qui sont liées à mon passé de marketeur ou qui sont liées à des logiques managériales au-delà de la logique de formation qui est existante mais plus faible. Donc c'est intéressant que vous posiez cette question-là juste pour vous dire ça. Encore une fois, je n'ai pas de nudge magique parce que ça dépend des barrières. Quand je vous dis qu'on a 4 étapes et que la première étape c'est d'observer et de comprendre, je ne peux pas répondre à votre truc à vous si je ne vous connais pas et si je ne vous ai pas observé. Par contre, je peux vous dire pour moi ce qui a marché un certain temps et qui marche un petit peu moins en ce moment, mais c'est le rendez-vous dominical. C'est-à-dire que quand vous dites à des copains, tous les dimanches, on se donne rendez-vous à 10h au parc pour aller courir, eh ben, tous les dimanches à 10h, globalement, vous y êtes et c'est potentiellement une détente. Et puis il y a un engagement parce qu'il ne faudrait pas, si vous êtes que 3 ou 4, que le gars il se retrouve tout seul. Donc on se retrouve et on se motive les uns les autres. En tout cas, moi, mon nudge pour aller courir, ça a été celui-là. Je vous le partage, mais ce n'est pas certain qu'il puisse s'appliquer à vous. Et par contre, il y a plein de littérature académique sur le nudge appliqué à la fréquentation des salles de sport. Et notamment, quand est-ce que je vous fais payer votre abonnement? Si je vous le fais payer à l'année, vous y allez au début et puis ça s'érode. Si par contre je vous fais payer votre abonnement tous les mois, à chaque fois que vous voyez le virement passer, hop, on a un petit pic de refréquentation des salles. C'est potentiellement un nudge pour vous inciter à la pratique du sport. Merci.